Le matin du 23 mars 2009 était relativement calme à l'aéroport international de Narita, près de Tokyo. Il était juste avant 7 heures et l'horizon avait encore cette couleur pâle et délavée d'une aube printanière. Depuis la tour de contrôle, le terrain semblait normal, les feux de piste restaient allumés. Au-dessus du Japon, avions de passagers et cargos s'alignaient pour leurs arrivées matinales à l'ancien principal aéroport de Tokyo. Le vol FedEx 80 faisait partie de ces vols et approchait de la fin de son voyage de nuit. Et pour les 2 membres d'équipage à bord, ce vol avait jusqu'à présent été totalement sans incident. Lors de la descente, des turbulences légères à modérées secouaient l'avion. Mais rien qui dépasse leur expérience et leur capacité. Ce qui allait se passer lors de ce vol ne prendrait que quelques secondes, mais laisserait le monde de l'aviation stupéfait. Et par la suite, les enquêteurs découvriraient une histoire bien plus vaste qu'un simple vol. C'est une histoire de compromis de conception, de manque de formation et peut-être aussi de fatigue. Et d'un avion avec une particularité qui avait déjà provoqué un accident. Pour cette même compagnie aérienne, plus de 10 ans auparavant, le vol FedEx 80 avait commencé comme une opération de routine depuis Gwangju en Chine à destination de Narita, au nord de Tokyo, au Japon. Dans le cockpit, 2 pilotes avec de brillantes carrières. Sur le siège de gauche se trouvait un commandant de bord de 54 ans, vétéran de FedEx, ancien pilote de chasse dans le corps des Marines des États-Unis avant de passer au transport de fret commercial. Au moment de ce vol, il avait accumulé plus de 8000 heures de vol au total, dont plus de 3600 sur le McDonnell Douglas 11. Connu de ses collègues comme un homme sympathique, stable, méthodique et fiable pour piloter l'avion en respectant les procédures. Des années d'expérience lui avaient apporté non seulement des compétences techniques, mais aussi cette confiance tranquille qui vient d'avoir effectué d'innombrables approches dans des conditions difficiles, y compris des atterrissages sur des navires en mer par tous les temps. Il était accompagné d'un copilote expérimenté de 49 ans. Comme le commandant de bord, il venait d'un milieu militaire ayant piloté les énormes avions cargo C-5 pour l'US Air Force. Après avoir quitté l'armée, le copilote s'était ensuite reconverti dans l'aviation commerciale, rejoignant finalement FedEx. Et au moment de ce vol, il totalisait plus de 5000 heures de vol, mais seulement environ 879 de celles-ci sur le McDonnell Douglas 11. Il était donc encore assez nouveau comparé au commandant de bord. Sur ce type d'appareil, j'estime généralement qu'une personne est expérimentée à partir d'environ 1500 heures, donc avec 879 heures. Ce copilote n'était certainement pas un débutant, mais il n'était pas non plus totalement expérimenté sur le McDonnell Douglas 11, et il est important de se rappeler que les opérations cargo avec des avions long courrier signifient souvent de longues heures de vol sans forcément effectuer beaucoup d'atterrissage ou de décollage. Fort de son expérience en transport militaire, ce copilote était habitué aux atterrissages exigeants et à la discipline du pilotage nocturne de machines complexes. Le copilote serait le pilote en fonction sur ce vol, avec le commandant de bord comme pilote surveillant. Et cela, même si la météo à l'arrivée semblait pouvoir être assez difficile. L'avion qui leur avait été attribué pour ce vol avait en réalité une histoire assez complexe et intéressante. Immatriculé November 526 Fox Echo, il est sorti de la chaîne McDonnell Douglas en 1994 comme McDonnell Douglas 11 passagers, puis a été converti en avion cargo une dizaine d'années plus tard. Il avait aussi servi de banc d'essai pour la NASA testant un système expérimental permettant de contrôler un avion par la poussée des moteurs en cas de panne totale des commandes de vol. C'est un sujet que mon collègue Ben a justement abordé sur Mentor Now que vous devriez vraiment aller voir après cette vidéo. Quoi qu'il en soit, au moment où FedEx l'a acquis, le jet était une machine bien rodée mais performante. Un des nombreux McDonnell Douglas 11 cargo qui formaient la colonne vertébrale de la flotte mondiale de l'entreprise. Mais le McDonnell Douglas 11 lui-même a toujours été un sujet de débat parmi les pilotes. Né à la fin des années 1980 comme successeur allongé et modernisé du Douglas commercial, 10, il promettait de propulser McDonnell Douglas vers de nouveaux sommets de succès et leur permettait de rivaliser avec des entreprises comme Boeing et Airbus. Le McDonnell Douglas 11 avait informatisé de nombreuses fonctions du Douglas commercial, 10, ce qui permettait de passer d'un équipage de 3 personnes à 2, tout en promettant plus d'autonomie et d'efficacité que son prédécesseur.
Mais pour atteindre ces chiffres, McDonnell Douglas avait également fait quelques compromis. Les ingénieurs avaient équipé le McDonnell Douglas 11 de moteurs plus puissants, ce qui le rendait très apprécié des pilotes. Ils avaient aussi réduit la taille du stabilisateur horizontal pour limiter la traînée et ajouter des surfaces à fente parmi d'autres modifications. Cela a donné un avion plus rapide et capable de voler plus loin que le précédent. Mais cela s'est fait au prix d'un avion un peu plus nerveux et quelque peu difficile à piloter, surtout lors des approches délicates. Beaucoup de personnes ont attribué ces problèmes de maniabilité à ce stabilisateur plus petit que je viens de mentionner. Mais en réalité, cela était davantage lié à la façon dont le poids était réparti derrière et devant le centre de gravité, ce qui donnait à l'avion un effet altère. Cela rendait un peu plus difficile d'initier un mouvement d'assiette, et une fois ce mouvement lancé, il était aussi plus difficile de l'arrêter, ce qui mérite d'être retenu. Quoi qu'il en soit, les pilotes de FedEx ont rapidement appris à respecter ces particularités, ce qui fait que la plupart des atterrissages se déroulaient sans incident. Et si vous vous laissiez dépasser par l'avion près du sol, les choses pouvaient rapidement mal tourner. Et à l'époque de cette histoire, il y avait déjà eu plusieurs incidents à l'atterrissage avec la flotte de McDonnell Douglas. 11, précisément à cause de gros rebonds. Bien sûr, cet équipage le savait. Les deux pilotes avaient été formés à la récupération après rebond sur simulateur et connaissaient donc la procédure. Ne forcez pas le nez vers le bas, ni ne surcorrigez. Gardez-le à environ 75 degrés, et si la situation devient instable, faites une remise de gaz. Et si l'approche n'était pas stable, faites une remise de gaz. Dans le cockpit du vol FedEx 80, aucun signe d'appréhension n'était visible pendant le vol. Leur robuste avion à 3 moteurs faisait exactement ce qu'il avait fait pendant des années, transportant du fret en toute sécurité sur les routes principales de nuit qui maintenaient le réseau mondial de FedEx en fonctionnement. Les deux pilotes attendèrent sans doute avec impatience de se reposer au Japon, comme souvent lors des opérations de fret aérien. Ils avaient commencé ce vol en pleine nuit, quittant la Chine juste avant 2 heures du matin après n'avoir eu que quelques heures de repos depuis leur vol précédent. Sur le papier, c'était une étape simple, départ et montée classique depuis Canton, puis 3 heures et demie de croisière vers le nord au-dessus de la mer de Chine méridionale. Ils devaient entrer dans l'espace aérien japonais pour approcher et atterrir avant l'aube. La radio ne grésillait qu'occasionnellement lors des relais entre contrôleurs, et la météo était calme sur le trajet. Mais si l'avion lui-même ne se souciait pas de ce départ matinal, le pilote en fonction, lui, s'en souciait probablement. Sur l'enregistreur de la voix du cockpit, environ 45 minutes avant l'atterrissage, le copilote aborda le sujet que chaque pilote d'un vol cargo de nuit connaît trop bien. Il fit remarquer au commandant de bord qu'ils étaient tous les deux fatigués, et le commandant de bord acquiesça. Le copilote ajouta alors quelque chose comme « Si ça devient trop calme, fais un peu de bruit ». Un commentaire désinvolte révèle leur stratégie ici. Restez engagés l'un envers l'autre pour qu'aucun d'eux ne sombre dans des moments d'inattention dus à la fatigue. C'est ainsi que nous, les pilotes, gérons généralement la somnolence. Comme déjà mentionné sur la chaîne, lors de l'accident mortel du vol UPS 1354, la fatigue peut être le revers sombre des opérations cargo. Vous voyez, contrairement aux compagnies aériennes de passagers, qui ont tendance à programmer leur vol pendant la journée, puisque c'est évidemment à ce moment-là que les humains préfèrent voyager, les transporteurs de fret, eux, opèrent plutôt pendant la nuit. Les colis doivent transiter par des systèmes de hub and spoke pendant la nuit afin d'être triés, traités et finalement livrés au cours de la journée de travail suivante. Et par conséquent, les avions cargo ont tendance à partir aux petites heures du matin, à traverser l'aube et à arriver juste au moment où la plupart des gens se lèvent pour aller travailler, voire même plus tôt. Pour les équipages, cela signifie des périodes de service qui coupent délibérément à travers les creux circadiens. Ainsi, même lorsque les exigences officielles de repos sont respectées, l'horloge interne du corps peut tout de même être un peu déréglée. Physiologiquement, la fatigue ressemble beaucoup à l'hypoxie, les pilotes ne réalisant souvent leur état que trop tard. Les temps de réaction commencent à ralentir et les schémas de balayage deviennent moins rigoureux. Les annonces radio sont négligées et vous risquez de manquer des indices comme un taux de descente trop élevé ou une légère dérive. Des choses qui, normalement, vous sauteraient aux yeux. Maintenant, certains d'entre vous pourraient intervenir ici et faire remarquer que ces deux pilotes étaient basés à Anchorage, donc ce qui était la nuit en Asie correspondait à la journée à leur base d'attache.
Mais ces deux pilotes avaient également assuré des vols de jour pendant leur séjour en Asie, ce qui aurait encore davantage perturbé leur rythme circadien. Pendant les premières heures de croisière de ce vol, tout était parfaitement gérable. Le pilote automatique était activé, les systèmes fonctionnaient bien et quelques échanges avec les contrôleurs ont eu lieu à l'entrée dans l'espace aérien japonais. Mais alors que le soleil se levait, la fatigue aurait sûrement été plus forte, car le petit matin est une période naturelle de faiblesse. Maintenant, cela étant dit, rien de tout cela n'était inhabituel. C'était simplement la vie d'un pilote de fret. Les deux pilotes y étaient sans doute habitués. Ils n'étaient pas en manque de sommeil et le rapport indique qu'ils avaient tous deux eu un repos suffisant avant le vol. Mais je tiens tout de même à le souligner, car alors que Narita se profilait devant eux, ils s'apprêtaient à aborder la partie la plus complexe du vol, au moment même où leur acuité mentale risquait le plus d'être compromise. Mais nous ne saurons malheureusement jamais vraiment si cela a eu un impact significatif sur ce qui allait se passer. Quoi qu'il en soit, alors que le vol FedEx 80 descendait vers l'espace aérien animé de Narita en ce matin-là, tout, comme je l'ai dit, semblait parfaitement routinier. Les checklists ont été effectuées normalement, l'approche à venir a été brièvement présentée et la radio bourdonnait en arrière-plan avec les appels de nombreux autres avions en approche. Ainsi, ces deux pilotes étaient maintenant occupés à faire ce qu'ils avaient déjà fait d'innombrables fois auparavant. Ils réglaient leurs aides à la navigation, calculaient les distances d'atterrissage et programmaient leur calculateur de vol pour poser leur avion lourd après un long vol de nuit. Pendant ce temps, l'aéroport de Narita commençait à s'animer. Les pistes étaient déjà animées par les arrivées du matin et les contrôleurs dans la tour jonglaient avec les différentes opérations. Un mélange de vols passagers et de cargo affluait de toute l'Asie. Mais il y avait un facteur qui rendait ce matin-là un peu plus compliqué, le vent. Il n'était pas seulement fort venant du nord-ouest à environ 30 nœuds, il était aussi rafaleux avec des variations de vitesse de vent allant jusqu'à 20 nœuds. Maintenant, les vents rafaleux créent plusieurs complications différentes pour nous, les pilotes. Si le vent vient de côté, ce qu'on appelle un vent de travers, les variations de vitesse du vent rendent plus difficile le maintien de l'avion sur l'axe central, car nous devons constamment ajuster notre angle de dérive en réponse à ces changements. Imaginez essayer de diriger un bateau vers un point précis sur la berge d'une rivière alors que la vitesse de l'eau autour du bateau ne cesse de changer. Et si le vent ne vient pas de côté, mais de face, les variations de vitesse du vent posent un autre problème. Vous voyez, l'avion vole principalement par rapport à l'air qui l'entoure. C'est pourquoi nous affichons notre vitesse indiquée sur nos écrans de vol principaux et par temps calme, nous pouvons modifier cette vitesse grâce à nos moteurs ou en ajustant notre assiette. Mais si le vent change rapidement, cela signifie que notre vitesse indiquée changera aussi. Et nous pourrions devoir commencer à la rattraper en ajustant rapidement la poussée des moteurs. Dans la réalité, cependant, il est rare que ce soit l'un ou l'autre pour ces problèmes, car nous avons presque toujours à la fois des vents de travers et des variations de vent de face en même temps. Donc, effectuer une approche avec des vents forts et en rafale est toujours un défi, mais c'est aussi ce qui la rend si agréable. Comme je l'ai mentionné au début, ces vents étaient prévus et n'auraient donc pas été une surprise pour cet équipage. Ils ont également reçu au moins un rapport Automatic Terminal Information Service alors qu'ils se préparaient pour l'approche, suivi ensuite de plusieurs mises à jour du contrôleur aérien, au fur et à mesure qu'ils se rapprochaient. La première partie de la descente finale semblait aussi s'être déroulée normalement, et l'avion s'est rapidement retrouvé en approche de l'Instrument Landing System tout en commençant sa configuration, tandis que les deux pilotes terminaient les checklists d'approche et d'atterrissage. À 06h43, environ 5 minutes avant l'atterrissage prévu du vol FedEx 80, la tour de Narita a relayé un compte-rendu d'un pilote venant d'atterrir. La piste 34 gauche, la même piste que ces deux pilotes, était en train d'approcher. Cet équipage avait rencontré des variations de vent de plus ou moins 15 nœuds, ou du cisaillement de vent en finale en dessous de 2000 pieds. Donc, à bord de ce poste de pilotage, cela aurait signifié que la vitesse indiquée, vue par les pilotes, aurait probablement été assez instable. On gagnait 10 ou 15 nœuds, puis on les perdait aussitôt. Maintenant, ces conditions ne sont pas dangereuses en soi si elles sont bien gérées. Beaucoup de vols atterrissent chaque jour dans des conditions météo similaires.
Il existe une différence entre des vents changeants ou rafaleux et un vrai cisaillement du vent qui se définit normalement par une baisse soudaine d'au moins 15 nœuds ou un déplacement brutal de plus d'un point sur la pente d'approche Instrument Landing System, alerte de cisaillement du vent ou de position extrême des manettes de poussée maintenues longtemps. Si un cisaillement du vent complet est détecté, une manœuvre d'évitement doit être exécutée. Mais même avant que ces critères ne soient remplis, il peut être très délicat de voler dans ces vents, comme je l'ai expliqué précédemment. Quoi qu'il en soit, 2 minutes plus tard, à 06h45, le contrôleur aérien a de nouveau informé les pilotes. Le vent soufflait du 320 degrés à 26 nœuds avec des pointes à 38 et des baisses à 16. Cela représente une variation de plus de 20 nœuds entre le pic de la rafale et les accalmies. Et il faut préciser qu'avec ce type de vent fort, l'air se déplace au-dessus des bâtiments, des arbres et des collines en dessous, formant des tourbillons, ce qui entraîne souvent une augmentation de la turbulence à mesure que l'avion descend. Donc, la descente le long de la trajectoire de descente aurait été assez mouvementée dans ce cas. À 6h46, la tour de Narita a autorisé le vol 80 à atterrir. Le vent était alors prévu à 320 degrés, 29 nœuds, rafale à 36, minimum 17. Le rythme du contrôleur aérien lorsqu'il transmettait ses messages était régulier et professionnel, mais le message était clair. Ce vent ne se calmait pas. Dans le cockpit, le commandant de bord a maintenant reconfirmé la piste 3-4 gauche, autorisée à l'atterrissage, suivi d'un mot très important ici, stabilisé. Et après cela, il a juste ri un peu. Ce petit rire capturé à jamais dans le cockpit. L'enregistreur vocal est l'un de ces détails humains qui marquent les enquêteurs et tous ceux qui étudient ce vol. Je veux insister qu'un tel moment n'était pas un signe de négligence ou de désinvolture. Les pilotes recourent souvent à l'humour en période de tension. C'est une façon de reconnaître la difficulté sans la rendre écrasante. Le cockpit reste un lieu de travail où, comme ailleurs, un humour noir peut parfois émerger même dans des situations très sérieuses. Donc, cela ne signifiait en aucun cas que les pilotes manquaient de professionnalisme ici. À ce moment-là, la vitesse indiquée oscillait au-delà de la marge de plus ou moins 10 nœuds, généralement utilisée pour déterminer si une approche est réellement stabilisée. L'écart de rafales était important et les rapports de cisaillement du vent d'autres avions étaient récents. Aucun de ces éléments n'était grave en soi, mais ensemble, ils ont rendu toute petite erreur rapidement problématique. Le commandant avait annoncé « stabiliser » en franchissant la porte d'atterrissage au moment de la décision. Avec ces variations de vitesse constatées, ils auraient pu remettre les gaz à ce moment. Et s'ils avaient fait cela, il est possible que rien de ce qui allait se produire ne se serait passé. Mais cet appel n'est pas venu. Probablement parce que ces deux hommes pensaient qu'ils pouvaient atterrir, comme de nombreux avions l'avaient déjà fait ce matin-là, avant eux. Et ici, je voudrais prendre un instant pour dire quelque chose à propos du recul. Vous voyez, depuis la sécurité de nos chaises et canapés, face à cela, on pourrait simplement se demander pourquoi n'a-t-il pas demandé une remise de gaz? C'est l'une des premières conclusions que tirent les gens face à de telles approches. Mais depuis l'intérieur du cockpit, ce n'est pas du tout aussi évident. Les compagnies aériennes présentent l'approche stabilisée comme binaire, stable ou non. Et si vous ne respectez pas les critères d'altitude, de vitesse, de taux de descente et de configuration, vous remettez les gaz. Point final. Mais en pratique, appliquer cette norme par vent très rafaleux est loin d'être binaire. Chaque rafale fait bouger les chiffres. Les aiguilles de vitesse indiquées montent et descendent, le taux de descente fluctue. Et si nous devions effectuer une remise de gaz à chaque fois qu'une rafale nous pousse de quelques nœuds hors de la fenêtre de stabilité, nous n'atterririons probablement jamais dans ce type de conditions météorologiques. De plus, le vent est souvent répandu sur de vastes zones géographiques, donc se dérouter vers un aéroport de dégagement ne rendrait probablement pas la situation meilleure. Donc, dans ce genre de conditions, la seule approche possible est parfois de juger la moyenne et de considérer la situation dans son ensemble. Nous allons travailler ensemble en tant qu'équipage pour évaluer si, au fil du temps, l'avion est à la bonne vitesse, sur la bonne pente et sous contrôle positif. Et ce type de jugement nécessite de l'expérience et une volonté d'accepter de petites excursions en ayant confiance que les moyennes respecteront tout de même la norme. Donc, si les pilotes avaient rejeté cette approche, ils auraient pu patienter en attente car ils avaient certainement assez de carburant pour le faire. Mais rien ne garantissait que les conditions s'amélioreraient
pour eux. Oui, les vents étaient forts, mais ils ne dépassaient pas les limites publiées. Oui, les rafales étaient gênantes, mais elles restaient dans les limites d'exploitation et l'avion est resté sur le plan de descente et stable, donc l'équipage a choisi de poursuivre. Et il est difficile de leur en vouloir. Mais une chose qui aurait pu être envisagée ici aurait été que le commandant de bord, plus expérimenté, reprenne le manche à balai et effectue cette approche. Aujourd'hui, il existe des approches surveillées où le copilote effectue l'approche, puis le commandant prend le manche pour l'atterrissage dans certaines conditions. Mais il est probable que cela n'était pas quelque chose que FedEx avait envisagé à l'époque. Pourquoi le commandant de bord n'a pas piloté toute l'approche lui-même restera inexpliqué. Mais il a dû simplement estimer que son copilote était tout à fait capable de s'en charger. À 6h48 et 3 secondes, soit juste quelques secondes avant l'atterrissage, le contrôleur aérien a alors passé un dernier appel. Vent de 320 degrés à 27 nœuds rafales à 34 minimum à 18, soit un vent de travers avec des rafales presque 20 nœuds supérieurs aux accalmies, juste au moment où l'avion passait au-dessus de l'entrée de piste. Maintenant, avant d'aborder l'atterrissage, je voudrais profiter de ce moment pour expliquer pourquoi l'atterrissage de cet avion en particulier était si délicat. Nous en avons déjà parlé un peu auparavant, mais pour vraiment comprendre ce qui allait se passer. Nous devons revenir en arrière par rapport à ce matin venteux à Tokyo et examiner de plus près l'avion lui-même. Car cet accident n'impliquait pas seulement des vents difficiles et une éventuelle fatigue. Non, il s'agissait aussi du McDonnell Douglas 11 et des compromis intégrés dans sa conception même. Vous voyez, le DC-11 était la tentative de McDonnell Douglas de rester dans la course dans un monde qui les dépassait rapidement. À la fin des années 1980, une nouvelle génération d'avions transformait le transport aérien à fuselage large. Boeing 767, Airbus A310, puis rapidement Airbus A330 et Boeing 777. Ces avions long courrier bimoteurs, conçus avec les dernières avancées aérodynamiques et moteurs, traversent les océans en consommant moins de carburant et nécessitent moins d'entretien. C'était clairement l'avenir. McDonnell Douglas, quant à lui, avait le Douglas commercial, dit son appareil des années 70, fiable, puissant et largement utilisé. Mais à la fin des années 80, il montrait clairement son âge. Au lieu de repartir de zéro avec un nouveau bimoteur comme Boeing et Airbus, le constructeur en manque de fonds a préféré moderniser ce qu'il avait, ce qui a donné le DC-11. Sur le papier, il semblait compétitif. Fuselage allongé pour plus de passagers, ailes redessinées avec ailettes pour plus d'efficacité, avionique modernisée réduisant l'équipage de 3 à 2. Et Douglas avait en fait voulu ajouter une aile encore plus moderne, super critique, au nouvel avion, mais a dû se contenter d'une aile renforcée avec des ailettes. En raison de contraintes budgétaires, le DC-11 était également équipé de 3 nouveaux gros moteurs, des Pratt et Whitney 4000 ou General Electric CF6, ce qui lui donnait beaucoup de poussée disponible. Ainsi, McDonnell Douglas a promis aux compagnies aériennes le meilleur des deux mondes. Un avion similaire au DC-10, déjà soutenu par leur chaîne d'approvisionnement et installation de maintenance, mais offrant plus d'autonomie, d'efficacité et un cockpit entièrement moderne. Mais malheureusement, l'avion s'est avéré incapable de tenir les promesses faites lors de la présentation commerciale. Dès sa mise en service, les compagnies aériennes ont constaté que le DC-11 ne tenait pas ses distances promises. Le jet consommait tout simplement plus de carburant que prévu. Et il était même à la traîne par rapport à ses rivaux à 4 moteurs comme le Boeing 747-400 et l'Airbus A340. Certaines missions long courrier prévues, comme l'Europe-Asie sans escale, étaient impossibles sans limiter la charge utile. Les commandes ont donc rapidement commencé à se tarir. Et pour aggraver les choses, de nouvelles réglementations AirTOPS ont également été publiées en 1985. Cela signifiait que, pour la première fois, les biréacteurs pouvaient traverser de vastes océans en empruntant le même itinéraire que les avions à 3 ou 4 moteurs. Réduisant encore plus rapidement la demande pour le DC-11, le vrai problème pour les pilotes du DC-11 n'était ni son rayon d'action, ni son économie, mais sa maniabilité. McDonnell Douglas avait réduit la taille du stabilisateur horizontal à l'arrière pour diminuer la traînée et en tirer un peu plus d'efficacité. Et aussi, comme je l'ai mentionné plus tôt, la répartition du poids avait légèrement changé
rendant les commandes de gouverne de profondeur de l'avion un peu plus lentes à certaines vitesses et dans certaines configurations. Cependant, les ingénieurs avaient fait leurs calculs et ils pensaient que le stabilisateur horizontal plus petit et les moteurs plus puissants fonctionneraient quand même. Les systèmes de commande de vol mis à jour du DC-11 compensaient cela. En effet, le McDonnell Douglas 11 possédait des systèmes d'augmentation informatisés pour corriger ce que l'aérodynamique ne pouvait pas résoudre. L'un des systèmes les plus importants était le système d'augmentation de la stabilité longitudinale, qui avait pour but d'assurer le maintien de l'assiette, la compensation extérieure et un amortissement accru du tangage. Et ce système surveillait en permanence l'assiette de l'avion grâce aux ordinateurs de commande de vol. Si, par exemple, le McDonnell Douglas 11 commençait à dériver de plus de quelques degrés par rapport à son assiette compensée, le système d'augmentation de la stabilité longitudinale appliquerait automatiquement des commandes à la profondeur pour garder le nez en position. Si des turbulences faisaient bouger le nez, le système d'augmentation de la stabilité longitudinale s'y opposerait et tenterait de ramener l'avion à son assiette précédente. Donc, en théorie, ce système pourrait donner à l'avion la stabilité d'une dérive plus grande sans la pénalité de traîner. L'avion avait aussi un système de compensation par carburant et le système d'augmentation de la stabilité longitudinale pouvait transférer automatiquement du carburant vers ou depuis un réservoir de compensation. Dans la queue, cela déplace le centre de gravité pour alléger la gouverne de profondeur. Cette fonctionnalité était surtout utilisée en croisière et lors de la descente, tout le carburant était transféré vers les réservoirs centraux, stabilisant l'appareil. Parallèlement à ce système d'augmentation de la stabilité longitudinale, le Doc 11 était également équipé de logiques d'automanettes avancées intégrées à un système de gestion de vol. McDonnell Douglas affirmait que c'était le NEC plus ultra de son époque. Sur le papier, tout cela devait réduire la charge de travail et permettre à l'avion de se piloter comme un bimoteur, malgré ses 3 moteurs et son équilibre atypique. Mais en réalité, l'automatisation avait certaines limites. Le système d'augmentation de la stabilité longitudinale assurait la stabilité de l'assiette en conditions normales, mais n'était pas conçu pour sauver l'avion lors de manœuvres brusques. En réalité, il n'avait qu'un gain de 30% en dessous de 15 000 pieds et pouvait être neutralisé avec seulement 2 livres de pression sur le manche à balai. Donc, dans un scénario où, par exemple, les pilotes poussaient le manche à balai vers l'avant pendant que le système d'augmentation de la stabilité longitudinale essayait d'amortir le mouvement. Les actions des pilotes ne seraient pas contrecarrées, laissant l'avion faire exactement ce que les pilotes commandaient. C'est pourquoi un avion parfait sur le papier pouvait devenir différent lorsqu'il était piloté manuellement près du sol. Toutes les caractéristiques qui avaient été ajoutées pour augmenter la stabilité en haute altitude étaient alors moins efficaces. Et les problèmes dynamiques qui touchaient la plupart des gros avions étaient toujours bien présents, entraînant des temps de réponse plus longs lors de grands mouvements de gouverne de profondeur, surtout à basse vitesse. Si cela se produisait, ces réponses légèrement retardées pouvaient être perçues par le pilote comme un besoin d'agir davantage sur les commandes, menant ainsi à une action plus forte, avant que la réponse n'arrive réellement. Cela a conduit à un avion à réaction notoirement difficile à poser correctement dans des conditions délicates. Il exigeait de la précision tout au long de l'arrondi et du toucher des roues, et de petites erreurs pouvaient rapidement devenir de gros problèmes. De plus, alors qu'un Boeing 767 ou un Airbus A330 de poids similaire pouvaient franchir le seuil de piste à 135 à 145 nœuds, un DC-11 avait souvent besoin de 155 à 165 nœuds pour faire la même chose. Et avec des vents en rafale, l'addition de vent nécessaire pouvait alors augmenter encore plus ses vitesses, ce qui signifiait qu'une piste plus longue était nécessaire pour l'atterrissage. Maintenant, l'appareil avait besoin de ces vitesses plus élevées pour sa maniabilité. Si ces vitesses diminuaient trop tôt, l'effet de lourdeur sur le contrôle de l'assiette pouvait devenir encore plus marqué. Remarque, l'automanette était utilisée durant tout l'atterrissage sur le DC-11 dans la plupart des compagnies aériennes. Elle avait été programmée pour répondre aux exigences d'atterrissage automatique utilisant pilote automatique et automanette. Pour cela, les essais avaient conclu que l'automanette devait commencer à réduire la poussée jusqu'au ralenti pour l'atterrissage des 50 pieds au-dessus de la piste. Mais cela réduirait aussi fortement la vitesse pendant la ressource, qui serait alors plus tardive. Si l'atterrissage se fait sans pilote automatique, l'automanette réduit tout de même la poussée au ralenti à 50 pieds, entraînant des vitesses plus faibles. Cela compliquerait encore la tâche du pilote.
En réalité, la seule compagnie aérienne qui n'a jamais subi de graves incidents d'atterrissage avec le DC-11 était American Airlines. Il est possible que leur procédure de toujours déconnecter la manette des gaz extérieurs et d'atterrir entièrement en manuel en soit la raison. Dans tous les cas, les pilotes ont décrit que l'effet de tout cela était de piloter un avion qui semblait toujours avoir une longueur d'avance sur vous. En approche, il gardait plus d'inertie que d'habitude, donnant aux équipages une impression de moindre contrôle pour un atterrissage en douceur. Si le pilote cabrait trop tard ou trop tôt et essayait de corriger, il pouvait avoir l'impression que l'avion ne réagissait pas suffisamment, ce qui menait à de grandes surcorrections. Quand les choses tournaient mal, c'était souvent toujours de la même façon. Le McDonnell Douglas 11 a vite acquis une réputation d'atterrissage avec de violents rebonds. Si l'avion atterrissait brutalement puis rebondissait, les pilotes pouvaient vite perdre le contrôle et agir sur l'assiette. Cela ne ferait qu'aggraver la situation. Et plusieurs DC-11 ont été détruits exactement de cette manière. Un DC-11 cargo de China Airlines à Hong Kong en 1999 s'était disloqué après avoir atterri brutalement, rebondi puis s'être retourné. Même chose pour un DC-11 cargo de Lufthansa à Riyad en 2010. Chaque fois, le même schéma s'était répété. Un atterrissage ferme, un rebond, une action sur le manche, puis une surcharge lorsque l'avion a violemment touché la piste, dépassant la résistance du train d'atterrissage. Au total, le DC-11 a subi plus d'une douzaine d'accidents et d'incidents majeurs, dont beaucoup lors de l'atterrissage. Ainsi, au milieu des années 2000, il affichait l'un des pires taux de perte totale parmi tous les avions de ligne moderne. Encore une fois, FedEx connaissait cet historique. En fait, ils avaient déjà perdu un DC-11 à cause d'un atterrissage raté. Le vol 14 de FedEx, le 31 juillet 1997, lors d'un atterrissage à l'aéroport de New York, New Jersey, États-Unis. Lors de cette approche, le jet avait atterri trop loin et le commandant de bord, inquiet de manquer de piste, avait essayé de poser l'avion au sol. Avec trop d'énergie à bord, l'avion a rebondi d'environ 1,50 m, puis le train avant a été poussé vers le bas. Car l'équipage, assis loin devant le centre de gravité, pensait que le train principal était déjà sur la piste. Le commandant de bord a poussé son manche vers l'avant pour abaisser le nez, ce qui a fait heurter violemment le train principal la piste, avec une force 318% supérieure à la charge limite de conception, ce qui a provoqué l'effondrement du train d'atterrissage, le retournement de l'avion et son embrasement immédiat. Heureusement, les deux pilotes ont survécu à cet accident, mais l'avion a été complètement détruit. Les pilotes du vol FedEx 80 étaient aussi informés de cet accident, tout comme le département de formation de FedEx mentionné précédemment. Ces deux pilotes avaient reçu une formation à la récupération après rebond sur simulateur et connaissaient les règles. Maintenez l'assiette à 75 degrés, ajoutez de la poussée, et si la situation devenait instable, remettez les gaz. Mais, point crucial, cette formation n'a été effectuée qu'une seule fois et n'était pas incluse dans leur formation récurrente. La formation était également davantage axée sur la prévention des contacts de la queue que sur tout autre aspect, car les spoilers au sol du McDonnell Douglas 11 pouvaient provoquer un moment de cabrage lors d'un rebond. C'est un point sur lequel le système d'augmentation de la stabilité longitudinale a ensuite été amélioré grâce à un système appelé protection d'assiette. Quoi qu'il en soit, revenons au vol. Sous le vent tourbillonnant au-dessus de Narita, le vol FedEx 80 achevait son approche finale vers la piste. 3-4 gauche. Depuis la tour, le DC-11 paraissait stable, mais dans le cockpit, les pilotes ressentaient sûrement encore de l'instabilité inoffensive. Lorsqu'ils ont passé les 200 pieds, l'avion se déplaçait encore à environ 178 nœuds, ce qui était bien plus rapide que la vitesse de référence prévue de 164 nœuds. Mais à 100 pieds, les vents ont rapidement changé, ce qui signifie que la vitesse a maintenant diminué à 154 nœuds, bien en dessous de la minimale. Et lorsque cela s'est produit, l'automanette n'a pas eu le temps de réagir avant de passer en mode de réduction préprogrammé à 50 pieds. Maintenant, souvenez-vous de ce que j'ai dit à propos des caractéristiques du DC-11 si la vitesse devenait trop faible. Oui, c'est là que son caractère difficile pouvait vraiment se manifester. Contrairement à un Boeing 767 ou un Airbus A330, qui ont tendance à pardonner les petites erreurs lors de l'arrondi. Le McDonnell Douglas 11 exigeait de la précision. De plus, le poste de pilotage placé loin devant le train d'atterrissage principal compliquait l'estimation de la hauteur par le copilote. Quelque chose qui allait bientôt devenir un problème encore plus important.
À ce moment-là, le commandant de bord, agissant en tant que pilote surveillant, n'est pas intervenu car la vitesse était en train de diminuer. Il avait déjà annoncé que l'avion était stabilisé 1 minute plus tôt et maintenant les deux pilotes semblaient déterminés à poser cet avion sur la piste. Les annonces de l'altimètre radar ont alors rapidement défilé les unes après les autres. 100, 50, 40, 30. Et à 30 pieds, la ressource aurait dû commencer avec une traction douce sur le manche à balai pour arrêter le taux de descente. Le copilote avait maintenant un léger retard, sans doute absorbé par le visuel et la gestion des variations de vitesse. Il a attendu 20 pieds avant de commencer sa ressource et, réalisant son léger retard, a probablement tiré plus que d'habitude. Mais l'avion, en raison de son inertie, n'a pas réagi immédiatement. Alors il a tiré davantage, ce qui a entraîné une montée du nez plus brusque que ce qu'il souhaitait, le poussant à inverser ses actions et à pousser son manche à balai vers l'avant. Et ces commandes d'assiette, légèrement désynchronisées, sont ce qui a réellement déclenché toute la séquence de l'accident. L'avion a alors réagi à la commande de piquer du nez, augmentant la vitesse verticale juste au moment où il survolait la piste. Les annonces d'altitude radar se sont alors enchaînées très rapidement, à moins d'une seconde d'écart. Un signe classique annonciateur d'un atterrissage brutal imminent, sans aucune poussée supplémentaire pour amortir le taux de descente. L'avion a rapidement plongé et a violemment touché la piste sur ses 3 trains d'atterrissage. L'enregistreur de vol a mesuré une force de 1,63 G quand les 430 000 livres de jet de fret et de carburant ont touché le béton. Comme déjà mentionné, sur le McDonnell Douglas 11, le nez est si avancé par rapport au centre de gravité que lors du contact des roues principales, le cockpit semble souvent déconnecté. De nombreux pilotes de DC-11 ont expliqué qu'ils ne se rendaient pas compte qu'ils avaient rebondi avant qu'il ne soit trop tard, si bien que l'avion pouvait donner l'impression de s'être posé sur la piste, alors qu'en réalité, le train principal avait déjà rebondi dans les airs. Et c'est très certainement ce qui s'est passé ici. Après le premier toucher, l'avion a légèrement rebondi dans les airs, mais le copilote a peut-être cru qu'ils étaient simplement en train de rouler normalement. Il attendait donc maintenant que la roue avant commence à redescendre. C'est alors, juste après le premier rebond, que la réaction du copilote a entraîné l'étape critique suivante dans la chaîne des défaillances. Vous voyez que ces actions sur le manche à balai le montrent. Plutôt que de garder le nez à 75 degrés ou de couper la manette des gaz extérieurs pour augmenter la poussée et amortir le rebond, il a encore poussé le manche en avant. La seule explication logique à ce geste serait que il pensait vraiment que l'avion était au sol, alors il voulait commencer à faire redescendre le nez. Maintenant, comme l'avion n'a pas réagi à nouveau à cause de son inertie et de sa trajectoire rebondissante, il a ajouté encore plus de piquets, ce qui, avec un certain délai, a rapidement fait basculer le nez de l'avion vers le béton en dessous. Ainsi, à 06h48 et 22 secondes, le McDonnell Douglas 11 a percuté la piste une seconde fois. Plus violemment qu'avant, le train avant fragile a touché le sol en premier, laissant des débris derrière lui. Les trains principaux sont arrivés ensuite, touchant le sol avec une force 22 fois supérieure à leur limite. Les jambes d'atterrissage se sont complètement comprimées, transférant l'énorme charge directement dans le fuselage. Cet impact s'est répercuté dans tout le fuselage à une fréquence basse, résonnant dans la poitrine. Les enquêteurs ont ensuite estimé la vibration à environ 3 Hz, avec tout l'avion qui fléchissait et résonnait comme un tambour frappé. Mais là-haut, dans le poste de pilotage, à près de 30 mètres devant le train d'atterrissage, la sensation devait être moins nette. Les spoilers au sol, qui avaient commencé à se déployer automatiquement après le premier toucher des roues, se sont maintenant refermés brusquement alors que l'avion repartait dans les airs. Les inverseurs de poussée, à peine enclenchés, ont aussi été annulés car les capteurs de poids sur les roues ont soudain détecté l'absence de charge sur le train d'atterrissage. À présent, le toucher du nez et l'impact du train principal ont relancé l'avion vers le haut, bien plus haut que lors du premier rebond, à environ 5 mètres au-dessus de la piste. Et pendant un bref instant, la situation aurait pu être sauvée si un pilote avait reconnu le danger, ajouté de la puissance et maintenu le nez relevé, ou même effectué une remise de gaz. Cela aurait permis au DC-11 d'arrêter le mouvement de tangage. Il aurait sans doute touché la piste en remettant les gaz, mais aurait repris de l'altitude. Endommagé, mais en grande partie intact.
Encore une fois, aucune poussée ni ordre de remise de gaz ou mécommande n'a été donné par le commandant de bord. Au lieu de cela, le nez a commencé à bientôt piquer à nouveau. Le DC-11 avait cabré brièvement jusqu'à environ 7 degrés avant de commencer à piquer du nez à nouveau. Et à cette altitude, surtout par rapport à la large piste de 60 mètres, le rebond a probablement encore semblé plus petit qu'il ne l'était réellement dans le cockpit. Les actions du copilote n'étaient donc toujours pas synchronisées avec l'avion. Ainsi, à ce moment-là, à 06h48 et 27 secondes, le troisième impact est survenu qui fut le plus violent de tous. Le J-mètre a dépassé les 3 G. Les ailes n'étant plus chargées à cause de l'assiette à piquer du copilote, la force sur le train d'atterrissage a largement dépassé ses limites. C'était le point de rupture. Lors de ce troisième choc contre le béton, le train d'atterrissage principal gauche a soudainement cédé, mais il n'a pas cédé proprement. McDonnell Douglas l'avait conçu pour qu'il se détache si quelque chose le frappait horizontalement pendant le roulage sur la piste. Mais verticalement, il n'existait aucun mode de rupture sécurisé. Au moment de cet accident, les avions étaient construits en exigeant que le train d'atterrissage puisse céder en toute sécurité sur les 2 axes. La construction du DC-11 étant antérieure à ces règles, il n'avait pas de conception pour une rupture verticale contrôlée. Cela signifiait qu'au lieu de se détacher, le train d'atterrissage transmettait désormais toute cette force énorme directement dans la poutre maîtresse de l'aile, qui est un élément principal de la structure de l'aile. La poutre maîtresse a cédé sous surcharge, entraînant la flexion de l'aile gauche et la rupture du réservoir. Près de 23 000 kg de carburant se sont immédiatement déversés dans les étincelles, provoquées par le frottement du métal sur le côté gauche. Cela a déclenché un violent incendie qui s'est vite propagé le long de l'aile et derrière l'avion hors de contrôle. Avec l'aile gauche endommagée, l'aile droite générant encore de la portance et le train d'atterrissage gauche traînant en dessous, le DC-11 a rapidement commencé à partir en lacet vers la gauche, tout en effectuant un roulis violent au-dessus de son aile gauche détachée. Cela signifiait qu'en seulement quelques secondes, l'avion était presque complètement renversé. Et à 06h48 et 28 secondes, l'enregistreur de voix du cockpit a capturé le chaos. Un bang assourdissant, l'alarme principale retentissant et les derniers mots du commandant de bord. « Feu au me !» Le système d'alerte de proximité du sol a donné un dernier avertissement d'inclinaison, bank angle, avant que l'enregistrement ne s'arrête brusquement. À 6h48 et 29 secondes, l'avion était complètement retourné, glissant sur la piste, déjà englouti par les flammes. Le fuselage inversé a dérapé jusqu'à ce que la friction et l'effondrement de la structure l'arrêtent à côté de la piste. Le feu s'est vite propagé, nourri par le kérosène s'échappant des réservoirs éventrés. Depuis la tour de contrôle. Les contrôleurs aériens avaient été témoins de cette scène horrible et ils ont en fait déclenché les services de lutte contre l'incendie de l'aéroport avant même que l'avion ne se soit complètement arrêté. Les camions de pompiers sont intervenus en quelques secondes, mais l'incendie était si intense qu'il leur était impossible d'atteindre le poste de pilotage à temps. Lorsque les pompiers ont finalement réussi à s'approcher, près de 40 minutes plus tard, les 2 pilotes étaient malheureusement déjà décédés. Il est important de se rappeler ici que toute cette séquence que je viens de vous décrire a duré moins de 10 secondes. C'est le temps entre le franchissement du seuil de piste par l'avion et son retournement en feu dans l'herbe. Et c'est en fait moins de temps qu'il ne m'a fallu pour prononcer cette dernière phrase. Après cet accident et d'autres présentant des caractéristiques similaires, les exploitants du DC-11 se sont adaptés. L'accent a été mis sur la prévention des fortes descentes, des déclencheurs de remise de gaz mieux définis en turbulence. Une répétition régulière du scénario ayant mené à l'accident du vol FedEx 420. Maintenant, je parle souvent de modèles mentaux pour la prise de décision et la résolution de problèmes, comme PIOSI. Par exemple, ces modèles ne servent que si l'on a le temps d'évaluer la situation, de collecter des informations et de discuter des options avec l'équipe. Cet accident ne se prêtait à rien de tout cela. Dans une telle situation, ces pilotes ne pouvaient compter que sur leur jugement, leur formation et leur expérience, ce qui, hélas, n'a pas suffi. Et c'est en partie ce qui rend cet accident si frustrant, mais aussi si compréhensible. Je l'ai déjà dit et je le répète, l'aviation est aussi sûre aujourd'hui parce que nous ajoutons des marges de sécurité importantes à tous les facteurs de risque potentiels. Donc, s'il y a une grande leçon à retenir de tout cela, c'est de toujours savoir quand vous commencez à entamer vos marges de sécurité.
et utiliser cette prise de conscience pour empêcher qu'une chaîne d'erreurs ne se développe. Le rapport final a indiqué que les causes directes de l'accident étaient les importantes actions appliquées sur la gouverne de profondeur effectuées par le copilote avant que les deux premiers et le dernier atterrissage, causant un rebond, un impact important et un contact du train avant avec la piste. Lors du dernier, ces actions importantes sur l'assiette, sans augmenter la poussée, ont finalement conduit à ce résultat. Mais le rapport a également cité les vents, la vitesse indiquée fluctuante et l'absence d'intervention du pilote, surveillant comme facteur contributif dans cet incident. La conception de l'avion lui-même n'a pas été mentionnée comme facteur causal, puisque ses caractéristiques étaient connues. Je remercie tout particulièrement le commandant de bord Shem Mankist pour ses précieux éclairages sur la prise en main du DC-11. Sans lui, cet accident aurait été bien plus difficile à expliquer. Maintenant, si vous aimez cette vidéo, je vous invite à parcourir mes archives, où je pense que vous trouverez beaucoup d'autres vidéos intéressantes. Vous verrez également que la qualité de la chaîne a beaucoup évolué depuis les tout premiers documentaires que nous avons réalisés jusqu'à aujourd'hui. Et cela n'est possible que grâce à l'excellente équipe qui me soutient. Harry m'a aidé à écrire le script de cet épisode et ensuite, soit Dom, soit Mohaj ont réalisé le montage que vous voyez avec l'aide de notre équipe de pilotes de simulateurs dévoués, Andrew, Nick et Samir, qui ont réalisé des travaux vraiment fantastiques. Je vous dis cela parce que rien de tout cela ne serait possible sans le soutien financier exceptionnel que nous recevons de nos mécènes, qui peuvent également regarder ces vidéos avant tout le monde et venir donner des retours importants. Si vous souhaitez également rejoindre cette équipe, eh bien cliquez sur ce code QR ou allez sur patreon.com/join-mentorpilot. J'adorerais vous voir dans notre prochaine réunion Zoom. Je m'appelle Mentor Pilote. Peter Honfelt, vous regardez Mentor Pilote, passez une excellente journée et à bientôt. Au revoir.